Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean Koulibaly. Je me présente, je suis Sandra Zoumbana de Burkina Faso. Nous sommes vraiment heureux et nous vous remercions d'avoir accordé votre temps pour ce temps. D'abord, j'aimerais savoir quel était l'objet de votre visite ici à Montréal. Et je dois dire qu'à l'occasion de ce 17e Forum des Amériques, consacré à l'économie, mais aussi aux industries extractives et au développement durable, il a plu aux organisateurs de ce forum d'inviter son Excellence, le Premier ministre du Burkina, M. Luc Ador-Thiaw. Compte tenu de son agenda très chargé, alors il m'a demandé, compte tenu de mon profil et des prérogatives qui sont les miennes au niveau du gouvernement, de venir le représenter, et c'est dans ce cadre-là que je suis venu pour donner la conférence que j'ai livrée ce matin. Et quelles sont les meilleures pratiques que vous avez pu tirer de ce forum au profit du Burkina Faso? Déjà, il y a la nécessité d'un dialogue. Il y a la concertation entre les acteurs et il y a aussi la mise en place d'un cadre propice pour que l'ensemble des acteurs viennent discuter et probablement tirer profit de leurs différentes spécialités et pour qu'il y ait un consensus sur la manière de gérer ici en ce qui concerne la session de ce matin et les bonnes pratiques en matière de développement durable, ce qui se passe en Afghanistan on a vu, ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe ici et ce que certaines entreprises locales canadiennes font en Afrique et ailleurs dans le monde. Je crois qu'il est important que les différents acteurs puissent se concerter et c'est ce qui est ce que je tire pour l'instant de ce forum et de ce 17e forum. Et que pouvez-vous nous dire de la situation environnementale du Burkina Faso en 2012 par exemple, et quels sont les grands défis que le Burkina en termes de protection? Et le Burkina en 2012 est un pays, comparativement aux autres pays du monde et naturellement aux pays européens, à faible émission de carbone. Donc nous sommes un pays normalement et pour l'instant où il fait bon vivre du point de vue donc, de la pollution, du point de vue de l'environnement. Maintenant, quels sont les défis de notre pays? Vous savez que notre pays est un pays qui est sujet aux aléas des changements climatiques. Tantôt nous avons des inondations, tantôt nous avons des poches de sécheresse. Et les efforts que le gouvernement fait en matière de reforestation sont souvent des efforts faits, non seulement d'une part à cause du problème climatique, mais aussi à cause des prédateurs que sont l'homme et les hommes et les femmes qui probablement à cause des problèmes de pauvreté s'en prennent au bois pour pouvoir utiliser comme bois de chauffe et naturellement pour pouvoir se nourrir. Je crois que c'est un défi important et c'est pour cela que toutes les actions que ce gouvernement-là est en train de mener, ce sont des actions inclusives et des concertations et des discussions avec l'association des populations pour que ces populations-là puissent nous accompagner, puisque comme je le dis souvent, il est mieux de faire 100 pas avec les populations que de faire 1000 pas tout seul. Nous savons aussi que le Burkina accueille des entreprises étrangères, notamment des entreprises canadiennes, pour l'exploitation des ressources minières. Quelle politique a été mise en place par le gouvernement pour s'assurer que ces entreprises respectent l'environnement et ne laissent pas derrière elles l'écosystème comme des terres polluées, des fossiles? Au niveau du Burkina, indépendamment du fait que certaines entreprises sont canadiennes, pour toute entreprise venant investir au Burkina, il y a des lois. Il y a aussi essentiellement un code des investissements et en ce qui concerne les mines, il y a un code minier. Et de toute façon, une entreprise en principe ne vient pas investir au Burkina s'il n'y a pas une étude d'impact au préalable, une étude environnementale qui essaie de voir quel est l'impact sur l'environnement que cette entreprise-là va avoir lorsqu'elle va s'installer et même mieux, au-delà de l'exploitation et à la fin de l'exploitation, qu'est-ce que cette entreprise-là va laisser derrière elle et qu'est-ce qu'elle compte faire pour la réhabilitation des sites miniers. En ce qui me concerne et indépendamment de ma fonction, avant même que je ne sois nommé ministre, j'avais fait une visite au niveau de Essakan, qui est justement géré par une entreprise canadienne, et nous avons évoqué l'ensemble de tous ces aspects, puisqu'ils embauchent beaucoup d'étudiants qui viennent d'une filière professionnalisante que j'ai créée, que je dirige au niveau de l'Université de Ouaga, c'est-à-dire l'Institut de génie de l'environnement et du développement durable. Alors ils m'ont expliqué
quelle est leur politique de préservation de l'environnement, quelle est leur politique en matière de réhabilitation de sites miniers et qu'est-ce qu'ils font pour diminuer l'impact négatif de leur activité sur la population et sur l'écosystème. Ceci dit, le gouvernement a des possibilités de vérifier si le cahier de charge est respecté ou pas. C'est pour cela qu'il y a l'inspection environnementale, il y a le bureau, le BUNED, Bureau national pour les évaluations environnementales, qui est là pour pouvoir faire le holà lorsqu'on a le sentiment qu'il y a certaines choses qui ne sont pas respectées. Nous savons aussi que le Burkina Faso manque de ressources énergétiques durables comme l'énergie hydroélectrique ou l'énergie solaire. Nous en avons, mais nous ne l'exploitons pas comme nous le devrions. Et qu'est-ce qui explique le sous-développement de l'énergie solaire alors que nous savons qu'au Burkina Faso, il y a une forte présence de l'énergie solaire? Au Burkina Faso et puis partout ailleurs, j'allais dire en Afrique d'un point de vue général, le problème c'est le problème de maturité de ces projets d'énergie alternative comme l'énergie renouvelable tel le solaire. Donc, mais ceci dit, le Burkina n'est pas en reste parce qu'aujourd'hui nous avons une centrale de 500 MW au niveau solaire pour la transformation photovoltaïque. Nous avons un deuxième site que la Sonabel est en train de mettre en place. Ceci dit, le Burkina a une politique proactive en matière énergie solaire, en matière d'hydroélectricité, mais aussi il y a l'énergie traditionnelle qui pour l'instant est mieux maîtrisée, qui pour l'instant nous coûte moins cher parce que le kilowattheure coûte beaucoup moins cher aujourd'hui avec les énergies ordinaires qu'avec l'énergie solaire. Mais ceci dit, pour arriver à obtenir une qualité de vie meilleure, nous devons progressivement accepter de payer le prix. Et comme vous pouvez le savoir, lorsque nos ancêtres ont abandonné l'âge de la pierre taillée pour pouvoir aller à l'âge du fer, ce n'est pas parce qu'il manquait des pierres, c'est parce qu'ils voulaient aller à une étape qualitativement meilleure. Et nous aussi, si on a envie de préserver durablement notre environnement et céder aux générations futures un Burkina Faso où il fait bon vivre, il serait bon qu'on accepte de payer le prix, c'est-à-dire en mettant en place des systèmes photovoltaïques, en mettant en place du thermique solaire. Quand je prends par exemple le cas du beurre de karité, pour fabriquer 1 kg de beurre de karité, il faut 7 kg de bois. À partir de ce moment, compte tenu que le beurre de karité est la 3e exportation de notre pays, imaginez combien de tonnes de beurre de karité sont exportées et multiplié par 7 pour obtenir le nombre de tonnes en bois qui sont partis. Donc c'est pour cela que il me fait plaisir d'annoncer ici qu'il y a des initiatives qui sont prises justement en utilisant le solaire thermique pour pouvoir faire de la concentration de l'énergie du soleil vers un point focal pour permettre donc d'obtenir pour l'instant des températures autour de 1000-1100 degrés Celsius qui permet de faire en sorte que les femmes puissent obtenir de l'énergie solaire pour fabriquer le beurre de qualité. Cela va en droite ligne premièrement dans la disponibilité de la ressource pratiquement toute la journée, au moins pendant 5 heures il y a plein soleil dans la journée. Deuxièmement, on économise le bois puisqu'on ne va plus casser le bois en brousse. Troisièmement, les femmes ont moins de fardeau du point de vue de la charge parce que le matin elles passent toute leur journée à couper le bois, à le transporter et vous voyez toute l'économie d'échelle en matière de temps, en matière de qualité de vie, en matière d'hygiène même. Donc je crois qu'on ne peut pas faire des économies parce que le bois, pour pouvoir obtenir un plan de qualité prêt à donner du qualité, il faut 25 ans. Donc à partir de ce moment, je crois que nous sommes prêts à payer un peu plus cher pour avoir de l'énergie propre. Et continuons toujours dans le même sens. Quel appel lancez-vous aux jeunes pour contribuer au développement de l'énergie? D'abord, il faut que les jeunes, je les appelle à être audacieux, à être innovateurs. Parce que si on n'a pas d'innovation, ça, c'est clair qu'on ne peut pas avancer. Donc les jeunes doivent pouvoir innover et doivent être capables de pouvoir s'appuyer sur le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi pour pouvoir donc obtenir des coups de pouce nécessaires. C'est clair que le gouvernement ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un malgré lui. Deuxièmement, le gouvernement ne peut pas faire un projet à la place des jeunes. Lorsque le jeune a des projets qui sont bancables, qui sont des projets innovants et audacieux, je suis sûr qu'on trouvera toujours les moyens de pouvoir l'aider à pouvoir obtenir ce qu'il veut et avancer. Donc les jeunes doivent être des jeunes qui
qui font de l'innovation, qui sont audacieux, et en même temps que le gouvernement prend des mesures pour faire en sorte que les jeunes n'aient pas le sentiment que leur horizon est bouché. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont de l'avenir et que le pays compte sur eux pour pouvoir avancer.